présents et présentes, et merci à nos comédiens et comédiennes pour ce spectacle important qui nous a fait sourire aussi. Mais du coup, là, on va passer une petite heure à discuter avec nos personnes ressources. Et donc, aujourd'hui, plus de 600 000 personnes subissent le statut de cohabitant. Demain, peut-être que vous en ferez partie. Et voilà pourquoi, depuis 42 ans de combat ininterrompu, nous souhaitons voir ce statut enfin aboli. Et pour nous aider à mieux aiguiser encore nos arguments en la matière, je vous rafraîchis un peu la mémoire, en vous présentant à nouveau nos intervenants et intervenantes du jour qui se prêteront à nos questions. Je vais commencer par Claire Corniquet. Tu es co-autrice du cahier d'éducation permanente édité par le mouvement Présence Action Culturelle et dédié à la fin inéluctable du statut de cohabitant. Tu le tiens dans tes mains. Pascal Thiss, vous êtes coordinatrice au sein de l'ASBL Habitat et Participation. Nicolas Bernard, si je peux te tutoyer. Moi aussi alors. Ce sera mieux comme ça. Professeur, vous êtes professeur, tu es. Les mauvaises habitudes scolaires, excusez-moi. Professeur à l'université Saint-Louis et expert en matière de droit au logement. Jérôme Ranken, tu es analyste au bureau d'études de Solidaris, qui nous offrira aujourd'hui sa vision mutualiste de la question. Et pour terminer, elle n'est pas encore sur la scène, mais je vais quand même vous la présenter. Sarah Kamchin, co-directrice du mouvement Présence Action Culturelle, et qui clôturera ces échanges. Et alors, petite précision par rapport aux personnes qui sont avec nous aujourd'hui. Nicolas Bernard a notamment, Claire, Arnaud vient de le dire, mais Nicolas Bernard a aussi contribué à cette étude que certaines personnes ont eu l'occasion de découvrir ce matin. Voilà. On ne nous entend pas. On va faire avec un micro alors. Tout pour me mettre à l'aise. Super. Alors on va commencer par toi Claire. Le cahier d'éducation permanente dont tu es la co-autrice s'intitule Cohabitant, cohabitante, vie et mort d'un statut injuste. Donc est-ce que cette mise à jour, elle est inéluctable? Est-ce un parti pris ou est-on près du but? Alors donc je réitère le bonjour à toutes et à tous. Oui, enfin, la réponse, ce sera oui. C'est inéluctable dans le sens où c'est un parti pris, puisque après avoir parcouru le sujet en long ou en large, notamment par le biais de l'étude, il y a vraiment un avis partagé qui est celui de la suppression pure et simple du statut de cohabitant. Pourquoi? Parce que c'est un statut qui a provoqué et qui provoque toujours beaucoup d'inégalités. On l'a bien senti dans la pièce, qui est très juste, très concrète et très juste. Et puis parce que c'est un statut qui est complètement dépassé, qui est basé sur encore un système familialiste, donc où on suppose une solidarité entre conjoints et donc aussi un rapport de dépendance lorsque l'un des deux se retrouve au chômage et touche, lorsqu'il est cohabitant, donc moins d'allocations. Donc ça entraîne des situations difficiles, douloureuses. Et puis aussi parce que c'est très injuste dans le sens où quelqu'un qui est cohabitant, qui a travaillé, qui a cotisé pendant toute sa durée de travail, qui perd son travail par exemple, touchera des allocations dont le montant sera inférieur à quelqu'un d'isolé, et donc pour une raison qui est celle jugée, pas jugée d'ailleurs, mais l'argument principal est le coût en fait de la suppression du statut, le coût qui est avancé donc par les politiques depuis des années. Et c'est intéressant d'ailleurs de revenir sur le chiffre qui a été annoncé tout à l'heure. Il y a eu un audit il y a peu de temps et la Cour des comptes a montré que ce statut, en fait, la suppression du statut coûterait aux alentours de 1,86 milliard. Et on est donc bien loin, en effet, des dizaines de milliards qui est souvent annoncé par les politiques, qui est le seul argument finalement qui était un peu valable, justifiant le fait qu'on ne le supprime pas. Or aujourd'hui on le voit, c'est plus du tout un argument fiable, et donc quelque part le fait de défendre
ce statut de cohabitant, puisque le coût n'est plus une raison justifiée. C'est une raison purement idéologique et un peu douteuse, étant donné les dégâts que ça provoque. Voilà. Merci Claire. Nicolas, je me tourne vers toi. Hier, en fait, on était avec une partie du PAC Place d'Armes pour le 17 octobre, pour la journée de lutte contre la pauvreté. Et on était là avec la plateforme Stop Statut Cohabitant. Et on a eu beaucoup de personnes qui sont venues vers nous, justement, et qui voilà, en disant, voilà, moi je subis aujourd'hui ce statut cohabitant. Et donc une question qui me brûle les lèvres aujourd'hui, c'est, tiens, en fait, ces personnes-là, une fois qu'elles introduisent un recours pour obtenir un taux isolé, est-ce qu'elles ont de sérieuses chances de voir la justice se ranger de leur côté? Ok, merci pour la question. Deux éléments importants sur la procédure et puis sur le fond. Sur la procédure, il est clair que la justice est sûrement plus sensible au respect du droit que ne le sont les organismes sociaux qui, quelque part, sont toujours tenus par des impératifs budgétaires. La justice a ceci de vertueux qu'elle remet l'église juridique au milieu du village et elle dit, quels que soient les impératifs extérieurs, les droits doivent être respectés. Alors, je sais par ailleurs que pour une personne qui vit dans la précarité, saisir un juge n'est pas chose aisée. Du point de vue symbolique, pécuniaire, l'aléa que représente déjà le gain ou pas d'une action en justice, tout ça peut freiner l'introduction d'une action en justice, mais je crois qu'une partie de la solution, elle est là. Dans le fait de ne pas accepter comme ça, sans rien dire, des décisions qui ne sont pas justes, qui émanent des organismes sociaux, et c'est pour ça, moi j'appelle depuis longtemps des associations à se spécialiser dans l'accompagnement d'actions en justice pour les plus défavorisés. Et sur le plan du fond, est-ce qu'on a des chances d'obtenir gain de cause en justice? Quels sont les critères qui conduisent à la collation du statut cohabitant? Et je vais rebondir sur la super pièce qu'on a vue, hein. C'est vraiment très très bien. J'avais déjà eu l'occasion d'avoir une autre à Namur il y a une petite année, sur un sujet un peu approchant. Et ici, on est vraiment dans le cœur de la problématique, et merci beaucoup aux acteurs de nous avoir fait sourire et réfléchir. Mais donc dans la pièce, il y a évidemment le syndrome de la brosse à dents. Ah, attention, une brosse à dents, alors ça ne va pas. Voilà typiquement le genre de mauvaises pratiques, voire de pratiques illégales, qui ne peuvent pas, en droit, conduire à la collation d'un statut cohabitant. Pourquoi, sans faire de grands exposés, vous trouverez plus d'infos juridiques dans ma contribution au sein du très bel ouvrage. Pour être considéré comme cohabitant, en tout cas pour le chômage et le revenu d'intégration sociale, il ne suffit pas, entre guillemets, de montrer qu'on habite à deux, il faut montrer qu'il y a une contribution commune aux charges du ménage, une contribution commune aux revenus du ménage, qu'il y ait aussi une contribution commune aux charges domestiques, autant de choses qui vont bien au-delà de la simple vie en commun, de la simple existence d'une seconde brosse à dents. Normalement, si les organismes sociaux font bien leur boulot, ils ne peuvent conclure une cohabitation que si, je reprends, il y a un partage des charges, un partage des dépenses et un partage des tâches domestiques. Il faut tout ça. Et ces éléments sont cumulatifs, en plus évidemment de la vie sous le même toit. Et donc ça veut dire que le défaut d'un seul de ces éléments ne saurait autoriser le statut cohabitant. Et donc dans la pièce que l'on vient de voir, la brosse à dents évidemment ne suffit pas. On aurait dû montrer que le monsieur, en plus, paye à moitié le loyer, paye éventuellement des frais de santé, des frais d'habillement, que le monsieur par ailleurs apporte son revenu, ses ressources dans une espèce de cagnotte, et on aurait dû aussi voir que le monsieur fait la moitié des tâches, lave, fait les courses, etc. Autant de choses qui ne sont pas fréquentes dans des situations de ce type-là. Voilà. Merci Nicolas pour ton intervention. Maintenant j'aimerais interroger Pascal, si tu le veux bien. Donc les habitats groupés, aujourd'hui, c'est une réalité. Et dans le cahier de l'éducation permanente auquel tu as contribué, tu parles d'utopie comme moteur. Donc le statut de cohabitant est-il, selon toi, un frein aux utopies? Merci pour l'invitation. Alors peut-être d'abord revenir un petit peu sur ce terme d'utopie. On va prendre un petit détour par rapport au statut de cohabitant et voir un petit peu ce que c'est que cette utopie politique, mais aussi économique, spatiale, architecturale et sociale qui se trouve derrière les habitats groupés. Alors c'est en 1516, oulala, on reparaît à longtemps,
que Sir Thomas More va publier son ouvrage intitulé Utopia. Utopia, c'est le lieu du bonheur, ou bien c'est un lieu qui n'existe pas. Et en fait, il s'agit d'une île avec 100 000 habitants qui vivent de manière totalement isolée, et donc du coup, ils ne sont pas corrompus par l'extérieur, puisque Thomas More estime que la société anglaise est très corrompue. Et donc cette île, en fait, eh bien, comprend 54 villes qui fonctionnent avec les mêmes règles. La propriété privée est abolie et tous les 10 ans, les habitants sont tirés au sort pour changer de logement. C'est une société sans argent, c'est une utopie politique. En 1844, nous avons aussi les pionniers de Rochdale qui vont fonder le mouvement des coopératives. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais il s'agit bien de combattre la compétition entre les personnes et donc de soutenir un mouvement d'utopie économique. Et puis, on est toujours au 19e siècle. En 1898, nous avons le fameux Howard Ebenezer qui va imaginer les fameuses cités-jardins, les Garden Cities, où là, à nouveau, on est dans une critique du capitalisme anglais. Et donc, l'idée, c'est d'associer les avantages de la ville et de la campagne, nouvelle utopie, et aussi de maîtriser le foncier. Bref, tout ça va donner aussi d'autres projets, les phalanstères dont on parlera tout à l'heure. Et donc, tout ça pour dire qu'il y a des utopies spatiales, des utopies architecturales, mais aussi des utopies sociales. Et donc, on pourra citer, pour terminer, le fameux Robert Swan, qui est activiste blanc pour la paix, et Slater King, qui est le cousin de Martin Luther King, actif bien sûr pour les droits civiques des Noirs américains, comme vous le savez. Et vous imaginez en 1969 les New Communities en Albanie. Eh bien oui, c'est l'ancêtre des fameux Community Land Trust que vous connaissez, donc pour un accès durable à la terre avec une nouvelle vie en communauté. Et tout ça pour répondre à la question, je n'ai pas oublié. Donc oui, bien sûr, cela peut nuire, le statut cohabitant peut nuire aux habitats groupés, y compris parce que la seule manière de conserver son statut isolé, comme l'a dit Nicolas, c'est de prouver par A plus B qu'on ne développe aucun commun, aucune solidarité. Or, finalement, vivre sous le même toit, faire de l'habitat groupé, c'est partager des espaces signifiants, c'est régler en commun des questions ménagères, c'est vraiment l'essence de l'habitat groupé. Mais je voudrais quand même en finir en étant politiquement incorrect et d'ajouter, non, peut-être pas, car dans une autre société utopique, sans doute, ce serait joli de garder un statut cohabitant non pénalisant qui décrirait simplement un mode de vie d'habiter en couple, non marié, ou en petite communauté de vie. Ce serait chouette un monde qui ne demande pas de devoir tout individualiser pour survivre. Cohabiter, c'est simplement vivre ensemble, c'est partager un projet, un espace, une vision, des utopies. Un peu beaucoup, passionnément, à la folie, et parfois plus du tout quand on se sépare. C'est parfois bête de devoir jeter le bébé avec l'eau du bain, parce que l'eau n'est pas potable. Merci Pascal. Jérôme, du coup, on a pas mal parlé des conséquences du statut cohabitant, voilà, notamment au travers de cette pièce, et puis avec déjà les différentes interventions. Et j'aimerais bien que tu nous parles plus d'un point de vue santé, au niveau des quelles sont les conséquences de ce statut. Mais donc, la solidarisme n'est pas directement associée donc, à ce carnet d'éducation. Par contre, c'est associé assez rapidement à la campagne que PAC mène sur la suppression du statut cohabitant. Et on s'est associé justement en creusant, en apportant un ensemble d'informations sur l'impact de ce statut sur le domaine de la santé, sur la santé des gens. Et donc, l'impact de ce statut sur la santé des gens, je pense qu'on peut le voir de deux manières. La première manière, c'est un impact direct. Ce statut cohabitant va diminuer les revenus de remplacement des personnes. Et cette diminution de revenus, elle va provoquer du stress, elle va empêcher les gens de se loger correctement, de se nourrir correctement, de se chauffer correctement. Donc tout ça, ce sont des déterminants non médicaux de la santé qui se dégradent et donc qui vont porter préjudice à la santé de la population. En plus, en diminuant les revenus, quand on est malade, on a moins de revenus également pour pouvoir se soigner, donc on peut provoquer aussi, avec ce statut, un non-recours aux soins. Et donc continuer à dégrader sa santé. Donc ça, c'est le premier impact qu'on peut souligner de ce statut de cohabitant sur la santé. Mais donc ça a un effet direct, mais je pense qu'on peut identifier un autre effet. Le statut cohabitant, c'est aussi un vrai vecteur d'inégalité. C'est vraiment, et on l'a dit dans la pièce tout à l'heure, c'est vraiment un dispositif qui va appauvrir les pauvres. Vraiment aller appauvrir les pauvres. Et dans le domaine de la santé, pour donner un exemple bien concret, dans le domaine de la santé, plus spécifiquement dans les indemnités, même dans le régime de l'incapacité de travail primaire, c'est-à-dire quand on est malade moins d'1 an, on a des revenus de remplacement. Et donc dans ces revenus de remplacement, le statut cohabitant va faire qu'on va percevoir moins. Mais
l'ensemble des cohabitants ne vont pas être touchés. On va toucher à quoi dans ce revenu de remplacement dans la capacité de travail primaire? On va toucher au minima. Donc on va les différencier, on va les donner moins à ceux qui déjà à la base avaient les plus petits revenus. Donc c'est vraiment un statut, comme on l'a dit dans la pièce, qui appauvrit les pauvres. C'est vraiment un facteur d'inégalité. On l'a vu dans l'épilogue de la pièce aussi, hein, c'est des pauvres qui vont payer, ou c'est plutôt des pauvres ici qui ne vont pas percevoir pour que des riches puissent en profiter. Et donc un effet indirect par ce creusement des inégalités. Alors, si avec les données qu'on a à la mutuelle, on a du mal à mettre en évidence un impact concret du statut sur la santé, parce qu'on ne sait pas bien mesurer, on n'a pas d'informations sur le statut. On a par contre une tonne d'informations, une mine d'informations sur l'impact des inégalités sociales sur la santé. Et je vais donner juste un exemple concret. On a réalisé une étude il y a quelques années sur le sujet, donc une étude qui liait inégalité sociale et santé. Et pour faire cette étude, on a pris l'ensemble de notre population d'affiliés et on les a distribués, on les a séparés en groupes en fonction de leurs revenus. Donc on a créé une sorte d'échelle sociale. Et dans cette échelle sociale, on est venu mesurer différents paramètres de santé, différents paramètres de santé, de consommation de soins. Je vais prendre qu'un seul exemple, c'est l'exemple du diabète. On a constaté en faisant cette étude-là qu'on avait entre le diabète et ce gradient social, cette échelle sociale qu'on a construite, une relation qui est parfaitement inversement proportionnelle. C'est-à-dire que plus on est bas dans l'échelle sociale qu'on a construite pour l'étude, plus on va avoir une probabilité d'être atteint de diabète. Donc, c'est pas un scoop, hein, il y a une différence de santé entre les riches et les pauvres, et effectivement, la différence est maximisée entre les plus riches et les plus pauvres dans notre échelle sociale. Mais ce qu'on constate aussi, et c'est très important, c'est que c'est un continuum. Les inégalités sociales, ce n'est pas un problème justement de riches et de pauvres. On est tous impactés, quelle que soit notre position dans l'échelle sociale. Donc on a toujours quelqu'un au-dessus de nous, on a toujours quelqu'un en dessous de nous, et ça va impacter notre santé. Donc voilà, je pense que ça montre vraiment que ce statut peut avoir un impact direct en réduisant les revenus, et un impact plutôt indirect en creusant les inégalités qui vont également impacter la santé. Merci Jérôme. Claire, j'aurais deux questions pour toi. Je vais te poser la première, je te propose d'y répondre et puis on passera à la deuxième. Donc pour nourrir ton travail sur cette étude, tu as eu l'occasion d'échanger avec des acteurs, actrices de terrain. Donc ce cahier met en avant évidemment la nécessité de la fin de ce statut de cohabitant. Mais est-ce que tu as eu l'impression lors de tes échanges avec ces acteurs, actrices de terrain qu'ils étaient tous et toutes unanimes sur la nécessité d'en finir avec le statut de cohabitant, cohabitante? Alors, je peux répondre de manière très courte, oui. Voilà, je vais essayer de développer un tout petit peu. Donc oui, sincèrement, dès qu'on a approché, donc c'est un travail collectif, vous le verrez, hein, vraiment c'est une multitude d'entrées différentes. Donc il y a 12 papiers qui sont proposés, avec notamment l'intervention de Nicolas Bernard sur le plan plus juridique et les leviers qui sont vraiment très intéressants à activer. Il y a Habitat Participation aussi, avec Clara Adler et Florence Pratt, merci, qui ont participé au cahier. Et l'idée était vraiment de donner un panorama assez large des différents angles par lesquels on pouvait approcher le statut de cohabitant. Et en faisant donc ces recherches, en montant vraiment le cahier, on s'est vraiment rendu compte que à tous ces angles-là, ces 12 pistes, la réponse était oui, sans négociation en fait, sans discussion. Merci Claire. Donc je vais passer à la deuxième. Donc quand tu t'es plongé sur ce travail autour du statut de cohabitant en cohabitante, est-ce que tu avais conscience de l'étendue des dégâts provoqués? Ou est-ce que tu as, lors de ces recherches, découvert des éléments en compilant les différents points de vue des contributeurs et des contributrices? Non, alors moi je connaissais le statut de cohabitant, mais j'avais pas la conscience du fait que ça puisse toucher vraiment à tous les âges de la vie. Dès qu'on passe de 18 ans jusqu'à l'âge de la retraite en fait, parce que vraiment ça traverse tous les âges et il suffit d'un petit caillou dans la chaussure pour être concerné par ce statut, donc ça touche vraiment tout le monde. Néanmoins, il faut rappeler oui, le fait que c'est un statut qui touche davantage encore les plus pauvres, qui appauvrit davantage encore des personnes qui sont déjà dans des problématiques parfois très importantes.
Et donc, en faisant notamment l'article sur l'automatisation des droits, en recherchant un peu les problématiques autour de cette automatisation des droits et le contrôle qui est associé au compteur électrique, en fait, je suis tombée sur les études menées par Élise de Grave qui met en évidence l'existence d'un logiciel qui s'appelle Oasis, qui est vraiment passé sous les radars des médias belges et qui fait un peu penser à un autre logiciel tristement connu aux Pays-Bas, qui a fait d'ailleurs tomber le gouvernement de Mark Rutte, puisque en fait on s'est rendu compte que le logiciel utilisé par les politiques en Hollande pistait davantage des quartiers qui étaient occupés par des personnes racisées. Donc c'est potentiellement des outils qui peuvent être discriminants, voire racistes, et qui peuvent être vraiment très, très mal utilisés. Donc ça, évidemment, je n'en avais absolument pas connaissance. Et le dernier point, toute la partie aussi témoignage d'acteurs de terrain, je trouve qu'elle est vraiment pertinente parce qu'elle revient dans quelque chose de très, très concret et qui montre toute la complexité aussi du statut et de la dimension aussi subjective des décisions qui sont parfois prises. Voilà. Merci Claire. Merci à vous. Moi, je me retourne vers toi, Nicolas. Justement, quand on a découvert le cahier ce matin, on a eu une super présentation de Steph qui nous a fait un résumé de la partie au niveau des leviers juridiques. Donc, il existe des leviers juridiques pour lutter contre le statut cohabitant. Est-ce que toi, tu peux nous en dire plus sur ces leviers et surtout par où commencer en fait, quand on veut les utiliser? Merci. Mais donc, oui, j'ai entendu que quelqu'un avait arpenté mon texte et avait fait un résumé, donc merci beaucoup. Ça m'intéresse de savoir parce que je suis sûr que je vais apprendre des choses parce que je ne me rappelle plus tout ce qu'il y a dedans. Mais j'ai quand même un petit peu revu là. Et donc, non, ce que je veux dire plus sérieusement, c'est qu'il y a vraiment deux niveaux de réflexion à avoir, en tout cas pour le juriste que je suis, je m'y attelle. Un niveau immédiat avec des leviers très concrets que l'on peut actionner, qui ne sont pas toujours connus, et deux, un niveau plus méta, plus politique, plus dans la revendication, pour changer les choses. Donc je crois qu'il faut faire les deux en parallèle. Si on ne s'occupe que des leviers immédiats, alors on perd la résorption structurelle des causes de la pauvreté, mais si on ne s'occupe que de cet horizon lointain, alors on nie les difficultés les plus quotidiennes. Et donc, je viens à mes leviers tout à fait immédiats. Le premier, c'est un petit peu ce que je viens de dire, c'est de contester les décisions de cohabitation prises sur des critères trop rapides, trop expéditifs, qui n'ont pas pris en compte les autres dimensions que j'ai énumérées tantôt. Je n'y reviens pas. Alors, il y a d'autres leviers que celui-là, hein, évidemment. Un autre levier, il a trait à, pour moi, un autre scandale juridique complet, qui est la déduction par le CPS de la cohabitation à partir d'une adresse commune. Donc, trop souvent, des CPS, pas tous, mais beaucoup de CPS, se contentent de voir l'inscription de l'origine de la population à la même adresse de deux personnes pour en déduire automatiquement une cohabitation au sens des allocations sociales. Ce qui est une double illégalité patente. La première sur le fond et la seconde sur la procédure. Commençons par la procédure. Le CPS ne peut pas se contenter de cette donnée-là. Le CPS est tenu de faire une enquête sociale. Et ce n'est qu'au terme de cette enquête sociale, sur base d'une série d'éléments factuels, qu'alors le CPS peut conclure la cohabitation. Se contenter des données du registre de la population, c'est tout simplement illégal. Évidemment, c'est facile, c'est commode, mais c'est illégal. L'illégalité donc sur le plan procédural, sur le plan du fond maintenant. Les critères de la cohabitation, vous avez entendu tantôt, ils sont d'ordre purement factuel. Est-ce qu'on habite dans des espaces signifiants? Parce qu'elle a un petit peu dit, si on n'habite pas dans la même chambre, si on ne fait que partager des sanitaires, par exemple, un séjour, ce ne sont pas des espaces signifiants. Il faut, je le répète, hein, mais mettre en commun l'argent, payer ensemble les dépenses, etc. Les critères ne sont pas les mêmes. Et donc, se contenter de critères administratifs, c'est-à-dire l'inscription à la même adresse, ce n'est pas correct par rapport à la loi. Si vous regardez la loi chômage de la ERIS, les critères de la cohabitation
n'ont rien à voir avec la sphère administrative. Ce sont des critères purement factuels. Donc ça, il faut casser ce lien et dire au CPS, montrez-moi sur quelle base, etc. Ça, c'est le premier registre ou second registre de levier. Le second, enfin le levier suivant, c'est de dire si malgré tout on sent que ce lien est fait et qu'on ne peut pas le disjoindre, eh bien alors il faut demander à la commune une série de leviers pour éviter, sur le plan des registres de la population, pour éviter d'être mis dans la même adresse. Et là, il faut demander ce qu'on appelle un TI 140 pour chaque membre du ménage. Donc ce sont des termes très techniques mais très prosaïques qui peuvent vraiment aider la situation de beaucoup de ménages. Il faut demander à chaque fois un TI 140, c'est-à-dire on est personne de référence du ménage et on explique pourquoi, qu'on ne partage pas les ressources, on ne partage pas les dépenses, etc. Demander un TI 140. Certaines communes refusent de donner plus qu'un TI 140 par adresse. Et alors là, hop, levier suivant, c'est dire qu'il faut leur demander un TI 141. Certes, TI 141, c'est membre du ménage, et donc non plus chef de ménage comme on dit avant, TI 140, mais membre du ménage, TI 141, mais TI 141 non apparenté. C'est-à-dire, on est certes techniquement dans le même ménage, mais on n'est pas parent, on ne forme pas un ménage au sens des allocations sociales. Donc, demander TI 141 non apparenté. Si tout ça ne marche pas, il faut invoquer le caractère collectif du logement. Et les règles fédérales en matière de domiciliation disent que dès qu'il y a logement collectif ou nouvelle forme d'habitat, alors, à ce moment-là, les critères fédéraux ne s'appliquent plus. Sous-entendu, c'est une matière qui est ressortie plutôt aux compétences des régions, et donc le fédéral alors se met en retrait, et il y a plus de souplesse. Alors on ne dit pas quels sont les critères alternatifs qui doivent prendre le relais, mais en tout cas, ça indique à minima une certaine souplesse qui doit prévaloir dans la détermination du statut isolé ou cohabitant. Donc il y a d'autres leviers dans la contribution, hein, mais ça, ce sont les leviers peut-être les plus immédiats à actionner. Et il faut dire concrètement à l'agent de police, puisque tout vient de la visite domiciliaire qu'opère l'agent de police, le verre est dans le fruit à ce moment-là, parce que l'agent de police, il va revenir après à sa commune, au registre de la population, au service état civil, dire « Ah ben oui, j'ai vu autant de personnes qui... » Non, ben, il faut le dire à l'agent de police, il faut le sensibiliser. On veut un TI 140, si c'est pas possible, un TI 141, ou un logement collectif, etc. Mais n'oubliez pas, de manière générale, les critères du CPS ne sont pas ceux de la domiciliation, etc. Voilà. Je ne vais pas vous assommer avec ça, mais c'est vraiment capital de le garder à l'esprit. Bah oui, merci. On essaiera de retenir TI 140. Donc. Voilà, ou 141. Et donc Pascal, je te reviens. Donc tout à l'heure, je t'interrogeais sur les utopies, donc à la fois politiques et sociales, donc qui nourrissent souvent les projets d'habitat solidaire. Est-ce qu'aujourd'hui, tous les promoteurs des habitats groupés sont habités par les mêmes intentions? Oui. Ah non, pardon. Donc non, c'est ça? Bon, ben, j'avais envie de dire que je pense que c'est une question assez délicate parce qu'en fait, elle renvoie beaucoup aux intentions des personnes et qu'en fait, ces intentions ne sont pas toujours mauvaises. Enfin, je crois qu'Habitat et Participation, en général, je dis bien en général, n'a pas de mauvaises intentions. Et donc, du coup, j'avais envie d'illustrer ça par 3 choses qu'on a vécues qui sont en lien avec la question. La première. Bon, on est en 2005-2006, avec mon voisin de gauche, on fait une belle étude Habitat solidaire. Ok. Et puis derrière ça, ça change dans les codes wallons, dans les codes bruxellois, on va rentrer cette notion d'habitat solidaire, derrière le fameux statut cohabitant, mais enfin on n'y est pas encore. Bref, on a quelqu'un qui vient du SPW, un monsieur assez connu, qui vient dans les locaux d'Habitat et Participation, qui dit, mais nous en région wallonne, on voudrait bien aider les habitats solidaires, donc on va faire un truc. En fait, ça va être beaucoup plus facile d'habiter ensemble et on va faciliter l'accès pour les gens qui veulent vivre à moins de 5 unités dans un même logement. Super. Super. Sauf que derrière ça, rapidement, il y a toute une série de gens qui se disent, finalement, plutôt que de louer un logement à une famille à 1 000 €, prix d'aujourd'hui, on va dire, si je le louais à 5 jeunes, et j'en mets 2 000 € dans ma poche. Mais c'est pas interdit, hein. Et on a pensé que c'était bien, nous, pour l'habitat solidaire. Bon, bonne intention, soutenue même par le législateur, avec l'envie de cette évolution sociétale, et d'autres y sont engouffrés, y compris mon voisin de gauche, qui effectivement fait ça aujourd'hui. Pourtant, je ne crois pas que ce soit un méchant propriétaire véreux ni un marchand de sommeil. Et il le fait, hein, j'ai des jeunes à côté de chez moi.
Bref, c'est compliqué, quoi, parce qu'en fait, on est consulté, nous, parfois, par rapport à des formules style colocation, alors on met en garde contre des phénomènes comme l'augmentation des prix, la gentrification, le statut cohabitant, mais une fois qu'il y a ces adaptations légales, il manque toujours d'outils pour le contrôle des dérives par rapport à ces nouvelles fenêtres innovantes, et puis il faut toujours ne jamais compter sur le comportement rationnel des acteurs. Deuxième exemple, il faut continuer à balayer devant sa porte. Toujours cette étude 2005-2006, je viens de vous parler de la Wallonie. Parlons de Bruxelles. Bruxelles, là, c'est génial. Après avoir modifié un cadre réglementaire, ils y vont, ils engagent des gens pour se lancer dans l'habitat solidaire. La Société des logements publics commence à se dire qu'il faut un certain quota de logements solidaires dans son patrimoine. Le Fonds du logement s'y lance aussi, les associations, bref, tout le monde y va. Oui, tout le monde y va. Et puis en fait, vous savez que derrière ça, il y a des listes de gens qui attendent des logements. Ils en ont envie de ces logements. Ils ont surtout envie d'avoir un toit au-dessus de leur tête. Ils vont tous jurer « Mais oui, je veux faire de l'habitat solidaire. Plus solidaire que moi, tu meurs. » Donc évidemment, on les met dans ces logements. Et puis après, on se rend compte qu'il n'y a pas de dynamique collective. Habitat et participation, si vous mettiez en place de la dynamique collective. C'est trop tard, évidemment. Les gens sont déjà là. Ce qu'ils voulaient, c'était un logement. Alors bon, comment est-ce qu'on peut faire? Il y a tous ces projets et ça semble être des excellentes solutions. Et derrière ça, une fois qu'ils commencent à être mis en place, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'ont fait tous ces acteurs-là? Ils ont créé du logement avec plus d'espace collectif pour moins d'espace individuel. Si les gens n'utilisent pas les espaces collectifs, en fait, ils se replient tous sur de plus petits espaces individuels. Voilà, bon, on sait, il y a des urgences. Un seul acteur, je pense, à Bruxelles a réussi à contourner l'histoire, c'est le CLTB, qui est arrivé à imposer son tempo soutenable pour ce type d'opération. Je balaye encore une troisième fois, toujours habitat et participation. Le Community Land Trust à Bruxelles. Le Community Land Trust à Bruxelles. Donc l'idée de séparer le foncier et le bâti, et donc c'est de l'accès social pour les personnes sur un foncier qui appartient normalement, on va dire, à la région bruxelloise. Et eux, ils arrivent à mettre un tempo pour que les gens puissent être dans une logique de participation et donc de solidarité pour habiter dans ce type de logement. Je vais encore une fois balayer, habitat et participation, 2018. On fait une belle étude, toujours avec le monsieur qui est à ma gauche, pour faire la reconnaissance de l'habitat léger. Et bon, il y a de plus en plus de gens qui veulent vivre en habitat léger ou en habitat léger groupé, parce que c'est un projet de vie, parce que c'est vivre autrement, parce que c'est lutter contre l'artificialisation des sols, parce que c'est tellement cher d'accéder au logement. Le décret arrive, on sabre le champagne, ou bien la chouffe. Et tandis qu'on organise les dernières réunions, eh bien, nos amis du collectif Habitat Léger nous disent « Ah, vous êtes au courant? Il y a déjà des promoteurs qui sont en train d'acheter des terrains, qui s'apprêtent à mettre des habitats légers, locatifs, acquisitifs, à des prix prohibitifs, gentrification, etc., etc. Mais on n'a aucun moyen aujourd'hui pour repérer et contrôler tout ce que ces bonnes idées deviennent. Pour le meilleur et pour le pire qui ne rate jamais, pas d'observatoire des dérives de chaque nouvelle norme, aucun outil pour faire face à ces dérives. Dans un monde en crise, dans un monde qui a besoin de changer pour survivre, il y a urgence, je pense, à se doter d'outils ou de dispositifs qui permettent de ne pas sans cesse glisser sur les peaux de banane de ces nouvelles bonnes ou fausses bonnes idées. Et je sais que Nicolas avait fait tout un exposé jeudi passé sur justement les dérives de la norme. Je pense qu'il faut y penser urgemment. Merci Pascal. Merci. Je ne sais pas si, au besoin, revenir sur CLTB, mais ça on le fera peut-être plus tard, si vous avez des questions. On pourra clarifier. Je ne suis pas sûre que ce soit hyper clair pour tout le monde. Jérôme, est-ce que, donc, on analyse régulièrement les éléments qui entravent le bien-être de vos affiliés. Et le statut cohabitant en fait partie. Est-ce qu'il y a d'autres leviers à activer pour améliorer le quotidien des personnes? Ben oui, ben donc peut-être que pour parler de ces leviers, pour améliorer le quotidien des personnes, je vais peut-être commencer par compléter l'impact de nouveau de ce statut cohabitant sur le bien-être de la population. Donc j'ai parlé tout à l'heure de l'impact direct ou indirect via le creusement des inégalités sur la santé des gens.
voilà, on sait que les personnes les plus précarisées vont être les personnes qui ont le plus besoin d'aide pour se soigner. Donc ça, c'est bien au niveau de la sécurité sociale, on le sait aussi. Et on a en place quelques mécanismes qui permettent de minimiser ces problèmes-là. Donc on appelle ça des mécanismes d'accessibilité aux soins. On peut parler du statut bénéficiaire d'intervention majorée, qui est un statut qui permet aux personnes qui en bénéficient de se voir mieux rembourser des soins de santé. Donc on met en place un certain nombre de mécanismes d'accessibilité aux soins pour limiter l'impact d'autres facteurs. Et là, de nouveau, on a un statut de cohabitant qui est assez pervers, qui non seulement va rendre les gens malades, on l'a vu, mais qui en plus va venir complexifier l'accès à ces mécanismes d'accessibilité aux soins. Si on prend l'exemple du statut BIM, le statut BIM, il va s'ouvrir, on va l'octroyer à des gens sur base de leurs revenus du ménage, pas sur le revenu de la personne en elle-même. Donc ça complexifie l'octroi de ce droit-là. Donc le statut de cohabitant, ici, qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir jouer sur le non-recours, il va venir accentuer le non-recours au droit, ici. Et donc là, je vais vous parler des leviers qu'on peut avoir pour lutter contre ce non-recours. Lutter contre le statut de cohabitant, supprimer ce statut, c'est un levier, on va en parler. Mais il y en a d'autres, et je peux peut-être les casser en trois types. Les premiers leviers qu'on va avoir, c'est des leviers de sensibilisation, d'information. Donc c'est vraiment aller vers les bénéficiaires potentiels et les informer de leurs droits et surtout de ce que cela peut leur apporter. Donc, on s'est rendu compte, au niveau des soins de santé de nouveau, on a pu chiffrer vraiment ce problème de non-connaissance. Je donne un exemple, on a fait une enquête il y a quelques années maintenant. C'est une enquête qu'on a menée chez des personnes qu'on avait contactées proactivement par mail pour leur annoncer que, tiens, voilà, selon les informations qu'on a potentiellement, vous pouvez rentrer dans les critères de l'octroi du statut BIM. Donc on a envoyé un courrier à un tas de gens et peu de gens ont répondu à ce mail-là. Donc on a voulu comprendre pourquoi les gens ne répondaient pas. Donc on a interrogé ces gens-là, on a fait une enquête et on a constaté que parmi ces gens-là qui ne répondaient pas, 25% des gens qui ont répondu à notre enquête, mais pas au courrier, eh c'est des gens qui nous ont dit, en fait, même avec le courrier, on ne comprenait pas c'était quoi ce statut de bénéficiaire d'intervention majorée, on ne comprenait pas, on ne s'identifiait pas dans les avantages qu'on pouvait recevoir. Donc vraiment, ce premier levier, c'est vraiment informer, c'est vraiment sensibiliser les gens aux droits qui existent. Et donc ça, c'est une mission de la mutualité, c'est également une mission évidemment de toute organisation qui travaille dans l'éducation permanente. Deuxième type de levier qu'on peut avoir, c'est des leviers de simplification. Donc, alléger les procédures, simplifier les procédures, supprimer les statuts tels que le statut de cohabitant, ça permet d'alléger, une meilleure compréhension, de supprimer certains contrôles qui sont inutiles. Et donc là, on constate aussi, de nouveau, dans cette même enquête qu'on a menée vers ces personnes qui n'ont pas répondu à un courrier, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même certaines personnes qui avaient démarré, qui ont dit, tiens, pourquoi pas aller ouvrir ce droit-là, ils avaient démarré la procédure, ils n'ont jamais été au bout. Donc je n'ai plus le pourcentage en tête, mais il y a un certain nombre qui n'ont jamais été au bout parce que c'était trop complexe pour eux. Ils ne savaient pas de quel papier exactement on parlait pour aller ouvrir ce droit, ils ne savaient pas où le trouver, ils ne savaient pas qui le donner, ils ne savaient pas dans quel délai, etc. Donc il y a vraiment un besoin d'alléger les procédures. Donc c'est un deuxième type de levier. Et enfin, le troisième type, c'est l'automatisation. Voilà, on a des droits, on va les automatiser pour ceux qui ont droit. Alors on a parlé tout à l'heure, l'automatisation administrative, c'est pas toujours à l'avantage de la population, surtout de la population la plus précaire, mais je pense que l'automatisation, quand c'est pour ouvrir des droits à des gens, quand c'est au bénéfice de la filière, c'est vraiment quelque chose qu'on doit mettre en place, c'est une priorité, c'est vraiment une priorité qu'on doit pousser. Et dans ce cadre-là, justement, Solidaris a obtenu une petite victoire dans le cadre des discussions budgétaires qui ont eu lieu, du budget de Sam Santé qui ont eu lieu il y a quelques semaines. On a une proposition qui était d'ouvrir automatiquement ce statut bénéficiaire d'intervention majorée à des nouvelles catégories de population, à savoir les chômeurs de longue durée et les invalides qui sont isolés, parce que la mutuelle sait que pour ces catégories de personnes, les revenus dont ils disposent ne dépassent pas le plafond BIM, donc on peut leur ouvrir le droit sans problème. Et donc voilà, a priori cette proposition est passée, donc ça va réaugmenter un petit peu le pourcentage de personnes qui étaient des ayants droit et qui n'avaient pas le droit ouvert. Voilà pour les leviers. Merci. Nicolas, une grande question pour toi. Abolir le statut cohabitant, est-ce que, selon toi, c'est une question essentielle au sein d'un pays démocratique? Mais j'hésite sur la réponse. Mais alors, évidemment, et donc... Merci Pascal. Évidemment, je vais vous dire notamment pourquoi. Pour deux raisons. La première, c'est une
question d'égalité de traitement. Ce qui accroît encore l'injustice avec le taux cohabitant, c'est la différence de réponse publique qui est donnée aux demandeurs, suivant qu'on est au courant ou pas, suivant qu'on est aidé par une association ou pas, suivant qu'on s'insère dans un projet qui est un petit peu reconnu, qu'elle va en poupe ou pas, on obtient des réponses différentes. Déjà, il y a plus de 500 CPS. Il y a quelque chose d'insupportable quand on voit que l'état de droit, comme ça, se décline à géométrie variable. Et donc, il faut faire un effort sur le fond, mais aussi un effort dans l'égalité de la réponse à donner aux citoyens. Et le second élément de réponse, pourquoi c'est essentiel? Parce qu'aujourd'hui, on a un système, le taux cohabitant, qui est illisible. Pourquoi il est illisible? Parce que quand on regarde un petit peu, et c'est la fin de ma contribution, ce système est déjà semé d'exceptions. Il y a des exceptions dans tous les sens. Et on prend les plus récentes, et elles sont heureuses, hein, attention, je ne veux pas du tout remettre en cause des exceptions. Elles sont heureuses. On a supprimé le taux cohabitant pour les artistes, pour le chômage. On a aboli le prix de l'amour pour l'allocation d'intégration des handicapés, donc on ne prend pas en considération les revenus de la personne avec laquelle on vit, autre que le conjoint, donc pour les handicapés. Pour les crises récentes, Ukraine, inondation, coronavirus, à chaque fois, on a levé, on a suspendu les règles de cohabitation, à la fois pour l'hébergeur et pour l'hébergé. Les exceptions, il y en a, j'en ai recensé, il y en a au moins une dizaine. Il y en a aussi pour les seniors qui habitent en institution ou qui habitent chez leurs enfants, etc. À chaque fois, derrière cette exception, il y a une bonne raison. On veut favoriser la solidarité, on veut favoriser l'hébergement intrafamilial des seniors, on veut, pour les handicapés en institution, on veut privilégier l'accompagnement professionnalisé des handicapés, etc. À chaque fois, il y a une bonne raison. Mais donc, à un moment donné, un système qui est comme ça, mité d'exceptions, a perdu toute cohérence, toute lisibilité et est encore plus discriminatoire. Et donc, il faudrait maintenant, quand les exceptions deviennent plus fortes, plus nombreuses que la norme, alors c'est la norme qu'il faut changer elle-même, plutôt que de continuer à perpétuer un système qui a perdu toute raison d'être. Et j'aime bien cette image, elle est très parlante, je trouve. Copernic est arrivé à une époque où on a été persuadé que le Soleil tournait autour de la Terre. Mais les observations de l'époque montraient bien que ce n'était pas possible. Mais alors on essayait d'adapter le vieux système de Ptolémée en rajoutant les exceptions. Oui, mais si on voit que les planètes comme ça... Donc c'était devenu un fouillis complet. Copernic arrive et dit, on va changer de point de vue. Ce n'est pas le Soleil qui tourne autour de la Terre, c'est l'inverse. Et à partir de ce moment-là, le système est devenu limpide. On a compris pourquoi toute une série de bizarreries d'observations. Et on a changé de paradigme. Et le système est devenu enfin adéquat, compréhensible. Et je crois qu'on est maintenant à l'aube d'un changement de paradigme en cette matière. J'ai bon espoir que ces élections-ci puissent y contribuer. Donc j'ai l'impression qu'on a fait tous les partis maintenant sont au diapason, ou quasi tous. Et donc il faut maintenant avoir le courage de transformer tout ça en loi. Et si je peux aider à le faire, je le ferai bien volontiers. Merci Nicolas. Pascal, j'aimerais te revenir. Tu nous as proposé 3 coups de balai tout à l'heure. Moi je te propose maintenant un coup de brosse. Est-ce que tu peux nous brosser le portrait des phalanstères? Donc est-ce qu'elles sont un modèle inspirant pour mieux habiter demain? Mais oui, bien sûr, avec grand plaisir. Et donc d'abord, voilà, avant de venir, j'ai fait quelques photos, enfin, j'ai imprimé ça. Alors d'abord, je vais vous montrer la photo de ce brave homme, et vous allez me dire s'il a l'air heureux. Super heureux. Super heureux. Il a l'air bien. Voilà, alors peut-être qu'à certains moments, on a pris d'autres photos de lui, j'en sais rien, enfin, il n'y a pas vraiment des photos, mais il n'a pas l'air réjoui, on est d'accord. Bon, alors si vous regardez dans Wikipédia, vous allez voir que ce brave homme qui s'appelle Charles Fourier est le fils de Marie Muguet, femme pieuse et instruite. Bon, évidemment, voilà, c'est déjà ça. Et après, il va faire des bonnes études jusqu'à 16 ans. Et puis, veut rentrer dans l'armée. Et là, on lui dit, tu n'es pas noble, tu ne rentreras pas dans l'armée. Et donc, du coup, il va devoir faire des choses qu'il n'aime pas du tout, c'est-à-dire commencer à faire du commerce. Et puis, il y a la guerre qui arrive, il va perdre toute sa fortune, il va même être incarcéré.
Bref, il va devoir retourner au COMEX après, et il va aller dans une ville, Lyon, où en fait il y a plein de sociétés secrètes à l'époque qui échafaudent plein de théories nouvelles. Et là, ça commence à l'intéresser, il commence à cogiter, et lui aussi, il pompe des théories nouvelles. Voilà. Et donc, en 1832 notamment, il va publier quelque chose sur les phalanstères. Donc, vous voyez ici une photo. Ça, c'est un phalanstère. Ah, on peut le laisser là. Hein. Oui. Et donc, c'est quoi finalement ce phalanstère? Eh bien, c'est l'idée d'avoir... Donc, vous avez bien compris qu'il aurait voulu être militaire, il ne peut pas. Donc, phalanstère, ça vient de phalanx en grec. Et donc, c'est une formation militaire rectangulaire. Et donc, il y a des phalanges qui vont habiter dans ces phalanstères, qui sont donc les familles. Hein, donc avec 2300 hectares, on cultive des fruits, des fleurs, il y aura des couloirs chauffés, des réfectoires, des magasins, des salles publiques, des chambres agréables, etc. Et donc tout ça pour dire que voilà son idéal, et pendant 10 ans, paraît-il, tous les jeudis, il va inviter des gens chez lui à discuter de ce projet de phalanstère, et certaines mauvaises langues disent que pendant 10 ans, il a soupé tout seul. Bon, vous comprenez pourquoi ça t'aide, évidemment. Mais heureusement, il a inspiré d'autres gens, paraît-il, Marx Engels, hein, un petit peu connu aussi, et qui vont le percevoir, paraît-il, comme précurseur du socialisme et du féminisme. Mais après lui, il y en a un autre, je vous parlais tout à l'heure des cités-jardins avec Ebenezer, mais il y en a un autre finalement, venant des phalanstères, qui est très connu aussi, c'est Jean-Baptiste Gaudin, qui va lui inventer les familistères, et donc de l'idée non aboutie de ce cher Charles Fourier, va aboutir quand même une idée qui est les phalanstères, voilà, de Gaudin. Et là, je vous dis quand même, parce que ça vaut toujours son pesant de cacahuètes, ce genre de choses, ça s'appelle donc, ça c'est Gaudin, Solution de la question ouvrière. Les preneurs de petites maisons ne remarquent pas qu'en descendant un peu, à partir de la petite maison, on voit poindre la hutte du sauvage. Dans les campagnes, le mendiant en haillons possède un toit et un jardin. L'isolement des maisons est non seulement inutile, mais nuisible à la société. Voilà. Bon, donc ça, c'était l'origine des phalanstères, familistères, etc. Donc, pour en terminer avec tout ça, oui, bon, l'habitat groupé, c'est une chose, mais je pense surtout que par rapport au débat d'aujourd'hui, on est quand même sur 2 ou 3 trucs qui me semblent vraiment importants. Alors, il y a le premier truc, ben, ce sont toutes les questions de la norme et bien sûr du statut cohabitant qui fait partie d'une de ces normes qui empêchent ces nouveaux modèles d'habiter. Moi, je me dis, tiens, si on avait dû dire à ce brave homme qui était déjà malheureux comme ça, qu'en plus il y avait le statut cohabitant qui allait... non, enfin bon, bref, c'est pas facile. Et voilà, il y a toute la question juridique, mais il n'y a pas que ça qui bloque aujourd'hui. Il y a aussi toute la question financière, et là, on ne va pas rentrer là-dedans parce que ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais pour tous ces nouveaux modèles d'habitat et d'habiter, la question financière, c'est vraiment une catastrophe. Il y a la question de l'accès au foncier, ça on le sait, c'est ce qu'on appelle les bijoux de famille, hein, je pense, dans l'état qui est le nôtre, et donc il faut défendre le foncier, il faut se dire qu'il faut empêcher les États de vendre leur foncier pour qu'il soit destiné à des gens qui veulent faire de l'habitat, qu'ils soient groupés ou pas groupés. Et enfin, dernière chose, comme les syndicalistes, je tape toujours sur le même clou, il paraît que ça c'est une bonne solution pour y arriver, c'est de dire, je pense que dans un monde aussi où il y a des citoyens qui ont envie de faire des choses, qui ont des citoyens qui ont des idées, qui ont des projets et qui ont même, certains quand même, des moyens financiers et qui ont au minimum ont leurs bras pour pouvoir faire des choses, c'est qu'à un moment donné, il faut arrêter le fonctionnement au silo où on a d'un côté les pouvoirs publics qui font leurs solutions de logement aussi bien soient-elles, et de l'autre les citoyens qui doivent se débrouiller avec leurs projets innovants, peut-être d'habitat groupé, léger ou autre. Non, il faut que comme dans d'autres pays, en France, en Angleterre, en Finlande, des citoyens puissent aller trouver leur société de pouvoir de logement public, puissent aller trouver leur commune en disant on a des idées, on a des projets, on a de l'énergie, s'il vous plaît, aidez-nous à monter nos projets. Merci Pascal. J'ai entendu quelques applaudissements, mais... Jérôme, du coup, on va te laisser l'avant-dernier mot de la fin.
Quel modèle de sécurité sociale ou voire, as-tu envie de nous proposer pour demain? Mais donc, je ne vais pas être très long, hein, donc, dans le cadre de 2 jours. Dans le cadre de cet après-midi, j'ai plutôt envie, plutôt que le modèle de demain, c'est de décrire un petit peu le modèle qui devrait être déjà d'actualité aujourd'hui. Donc ce serait une sécurité sociale neutre face au mode de vie ou aux choix familiaux des individus. Une sécurité sociale qui est basée sur la solidarité interpersonnelle, donc une sécurité sociale qui va maximiser la solidarité entre les petits et les gros revenus. Une sécurité sociale dont on puisse réellement profiter selon ses besoins et selon son statut ou sa connaissance des rouages administratifs. Finalement, une sécurité sociale où les droits sont ouverts à l'ensemble des personnes qui peuvent en bénéficier. Et donc pour cela, on a vraiment besoin de voir supprimer ce statut de cohabitant pour tous les revenus de remplacement, au niveau de la santé, mais également, comme je l'ai souligné tout à l'heure, dans tout ce qui est processus d'ouverture de droits d'accessibilité à la santé. Parce que sinon, toutes ces différentes propositions qui devraient être la sécurité sociale d'aujourd'hui, elles sont pas réalistes. Voilà, merci. Eh bien, merci Jérôme. Et donc, comme je vous l'ai dit en introduction, pour clôturer ces échanges, je vais passer la parole à Sarah Deliamchine, co-directrice du mouvement Présence Action Culturelle. Et en plus de lui céder la parole, je vais lui céder mon siège. Wow. Quel dialogue. Non, vous restez, s'il vous plaît, ne me laissez pas toute seule sur scène. Ça va, restez avec moi, soyez solidaires, on en a parlé. Voilà, mais donc toujours lourde tâche de conclure quand tout ou presque a été dit, et c'est le cas, et je remercie évidemment les intervenantes qui ont participé, qui ont en plus écrit dans la revue, et je vous remercie tous et toutes d'être là aujourd'hui, et je tiens aussi à remercier le travail de tous mes collègues qui ont organisé. Moi, je suis juste à venir et conclure, c'est toujours assez pratique. Mais eux, ils ont travaillé longtemps pour organiser cette journée et je pense qu'ils peuvent être fiers du résultat et de la qualité des échanges. Voilà, on peut les applaudir. Alors c'est vrai, McCall a dit 40 ans de combat par rapport à cette injustice, donc 40 ans d'injustice. Il y a quelques mois, parce qu'on a organisé des journées de ce type depuis plus d'1 an, un syndicaliste expliquait un peu dans quel contexte et quels discours ont été prononcés quand on a créé le statut. Et donc l'image c'était, mais enfin c'est plus possible, ces femmes de médecins qui utilisent leur revenu de chômage pour mettre du rouge à lèvres dans leur Mercedes devant le cabinet de leur mari. C'était vraiment ce type d'image qui circulait à l'époque et qui justifiait qu'on instaure le statut à l'époque pour les revenus de chômage. Et puis comme on l'a compris et vu, et vous l'avez peut-être lu dans l'étude, c'est vraiment comme un slime qui s'est répandu un peu partout dans toute une série de droits sociaux aujourd'hui. Et on en a découvert de jour en jour et de semaine en semaine des situations dans lesquelles en fait la question de la cohabitation, donc la non-individualisation, prenait une place. Je vais prendre un autre exemple, des personnes qui sont en situation de migration, qui sont dans des regroupements familiaux, qui se retrouvent impactés parce qu'ils vivent en cohabitation aussi par rapport à leurs revenus ou qui n'osent pas partir de peur de se retrouver sans rien. Donc ça, c'est vraiment toutes des situations peut-être moins visibles que les gros régimes de la Sécu dans lesquels ça s'applique, mais dont on a pris aussi conscience en menant ce travail. Et donc on l'a dit, ce statut il appauvrit tout le monde. Nous on a voulu faire cette campagne dans un premier temps avec le MOC et puis avec d'autres acteurs et on élargit de plus en plus l'assiette de la lutte parce que ça nous semble nécessaire. C'était aussi pour dire que c'est pas qu'un statut qui concerne les pauvres. En fait aujourd'hui, dans une vie, il y a des moments où on se retrouve sans revenu, il y a des moments où on doit retourner parfois vivre avec ses parents ou venir vivre avec un parent qui a besoin d'aide. Et donc ces moments de la vie-là, on va les connaître tous de plus en plus parce qu'on n'est plus dans un régime de vie où on travaille toute sa vie non-stop, on a des revenus sécurisés. Et donc, de plus on s'est dit qu'on allait parler du statut autour de nous, et puis on allait faire comprendre à tout le monde qu'on avait tous et tout intérêt à se battre pour le mettre à mal. Et donc non, le statut, c'est pas qu'un problème de pauvres, mais force est de constater qu'il appauvrit encore plus ceux qui sont déjà dans le besoin. Donc depuis 2 ans, on s'est mobilisé, ça n'a pas été évident, mais on s'est rendu compte qu'en fait ce statut, il avait la particularité de concerner quasiment toute la sphère associative et militante en Belgique, tant il touche des situations différentes. Et c'est vrai que c'était pour nous un enjeu d'arriver à réunir le plus de personnes possible sur ce combat pour peser dans le rapport de force.
Et la pièce le montre, les situations de vie que ça provoque vraiment de l'indignité chez les personnes. Nous, on a recueilli toute une série de témoignages, parce que vous le savez, on a lancé la plateforme dans la campagne Stop Statut Cohabitant. C'est plus de 4300 personnes qui ont signé, qui se sont positionnées contre le statut dans notre site internet. Mais c'est aussi plus de 120 associations et des dizaines de témoignages spontanés. Donc des personnes qui viennent sur le site et qui nous laissent des témoignages de vie qui sont particulièrement touchants, particulièrement interpellants. Et donc on a aussi l'impression qu'il y a des gens qui vivaient sous ce statut, qui vivaient cette injustice, mais qui avaient intégré que c'était une forme de normalité, qui aujourd'hui se rendent compte que non, ce qu'ils vivent n'est pas normal, que oui, c'est une injustice, et qu'à partir du moment où on cotise tous de la même manière, il n'y a pas de raison qu'on se voit privé d'une partie de ses revenus. Et donc nous, on a ouvert cet espace de parole en se disant, on verra si des gens ont envie de témoigner, et on est même surpris de le volume de témoignages qu'on reçoit, parfois même par mail indirectement. Hier, nos collègues étaient à la journée organisée par le réseau Wallon, et ils m'ont dit avant cet après-midi que, de nouveau, ils avaient eu énormément de personnes qui venaient, non pas pour être informées, mais pour pouvoir simplement déposer leur situation de vie telle qu'elle est depuis des années. Alors, ça paie quand même de se mobiliser, c'est ça, je voulais un peu axer de cette conclusion là-dessus, parce que je pense que les éléments factuels ont été rappelés. Politiquement, parce qu'on a mis beaucoup la pression, mais que d'autres l'ont mis bien avant nous, je le répète, notamment les associations féministes, et on les remercie d'être en tête de gondole sur ce combat depuis de nombreuses années, Vie féminine, Soralia évidemment. Et donc politiquement, on a enfin obtenu une chose importante, c'était de revoir les chiffres. Et donc on en a parlé. Il y a quelques semaines, on a reçu le rapport de la Cour des comptes, qui a été demandé, il faut le souligner, par les deux partis de gauche francophones, donc ça n'est pas tombé du ciel évidemment. Et ce rapport, c'était important parce qu'on nous disait tout le temps, ça coûte 15 milliards, c'est impayable, et le chiffre in fine qui est sorti, c'est 1,86 milliard. C'est pas 3, 4, 5 ou 6 milliards, c'est 1,86 milliard. Tu l'as dit dans la pièce, j'en ai profité pour le renoter, donc 20 milliards de fraude fiscale et 30 milliards de fraude fiscale et 20 à 30 d'évasion fiscale. Donc ça veut dire que tout ça, c'est de l'argent qui devrait être légitimement perçu, ce n'est pas des nouveaux impôts à lever, c'est de l'argent qu'on devrait percevoir, qu'on ne perçoit pas. Donc il ne s'agit pas d'aller lever de nouvelles taxes ou impôts, donc même politiquement, je pense qu'on devrait pouvoir se dire qu'on va récupérer ce qu'on récupère, et on ne le fait pas, y compris parce qu'on a complètement vidé le SPF Finance des inspecteurs de la grande fraude et évasion fiscale. Et donc l'argent, il y en a, ce n'est pas une question de moyens, c'est une question parfois de courage. L'autre chose qu'on a pu obtenir suite à de nombreux contacts qu'on a pu avoir, c'est des auditions à la Commission Affaires sociales. Et donc en avril d'abord, toute une série d'associations et d'académiques ont été entendues. Et en septembre, c'était les syndicats et les patrons. Et donc on a pu amener devant les hommes et femmes politiques à la Chambre toute une série d'éléments, de revendications, appuyer le discours. Alors évidemment, les réactions ne sont pas les mêmes à gauche comme à droite, mais au moins ils ne pourront pas dire qu'ils ne maîtrisent pas le sujet, tant les experts, les associations, les syndicats ont fait preuve de précision dans les exposés qui ont été faits. Je rappelle aussi que tout ça est en ligne. Donc si vous voulez aller réécouter les exposés qui ont été faits, je vous encourage vivement à le faire. Et enfin, suite à la sortie des chiffres de la Cour des comptes, qui est assez récente, le PS a déposé une proposition de loi. Bon, c'est bien de déposer cette proposition de loi, mais il n'y a pas de majorité pour la voter. Donc, encore une fois, c'est une bonne intention, il faut la reconnaître, et Écolo et le PS se mobilisent quand même activement sur la question parce qu'on les a fortement sensibilisés et on ne les lâche pas, hein, sans parfois un peu notre souffle dans la nuque, mais ce n'est pas pour autant que ça se traduit par des actes, parce que sur cette législature-ci, alors que c'était déjà dans leur programme en 2019, nous avons obtenu 2 petites victoires, à savoir le prix de l'amour, donc sur une allocation fédérale liée au handicap. Effectivement, on a supprimé le statut, et sur la réforme du statut d'artiste, où dans le nouveau statut d'artiste, on n'applique plus le statut cohabitant. Mais à part ces 2 éléments-là, on n'a rien touché au gros régime majoritaire, et donc mettre ça dans les programmes, c'est bien, prendre ça dans sa poche quand on va négocier, c'est quand même mieux, et c'est notre objectif pour 2024 avec cette campagne. Quand même rappeler qu'on parle de 584 000 personnes qui sont soumises au statut, mais donc toutes ces personnes vivent avec quelqu'un. Donc en fait, ça fait 1 million de personnes, et toutes ces personnes ont peut-être potentiellement aussi des enfants.
Donc quand on fait l'addition, c'est quand même un gros paquet de gens qui pourraient directement aider, directement être soutenus dans le droit à la vie digne, dans le droit à l'aisance, si on s'attaquait à ce statut. Ce n'est pas quelque chose de résiduel, ce n'est pas quelque chose dont on peut se passer quand on prône évidemment des valeurs de gauche, des valeurs de solidarité et de droit aux droits fondamentaux tout simplement. Alors, je regarde où j'en suis dans mes notes, parce que vous voyez, je parle, mais j'ai pris des notes. Il y a un autre élément au-delà de la fraude fiscale et de l'évasion fiscale, c'est qu'aujourd'hui, il y a toute une série de revenus qui ne sont plus, sur lesquels on ne perçoit plus des cotisations sociales comme on devrait. Je vais prendre l'exemple de la voiture salaire. Donc, on fournit à des personnes des voitures avec des cartes essence pour qu'elles puissent aller au travail alors qu'il y a quand même d'autres moyens. Ça concerne une certaine partie de la population, parmi les revenus les plus élevés. Mais ça coûte entre 2 et 4 milliards chaque année, impôts et cotisations sociales confondues, mais quand bien même on réduit le chiffre au minimum, c'est quasiment déjà la moitié de ce que coûterait le statut cohabitant qui part dans des bagnoles. Et donc, ne fût-ce qu'au-delà de la fraude et de l'évasion fiscale, il y a des revenus aujourd'hui qui ne sont plus taxés. Je ne parle pas nécessairement des revenus qui peuvent aider à de l'engagement comme des emplois aidés, je parle d'avantages salariaux non taxés qui concernent des populations qui gagnent déjà largement correctement leur vie et sur lesquelles il faudrait peut-être aller rechercher un petit peu de perception de cotisation sociale. Voilà, je ne veux pas être trop radical non plus quand je dis ça. Alors quand même aussi rappeler que c'est un jour particulier, notre collègue Pierre n'est pas là, qui a notamment mené toute cette campagne, parce qu'au moment où nous discutons, juridiquement, et ça je te rejoins complètement, la Cour constitutionnelle, donc c'est la place royale ici à Bruxelles, le gros bâtiment derrière la statue, est en train d'analyser ce qu'on appelle une question préjudicielle. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a eu un cas à Liège d'une personne qui disait, on dit que c'est fait. Ouais, il en sort et il dit que ça s'est super bien passé. Voilà, et donc j'explique, quelqu'un à Liège qui était au chômage, qu'on a requalifié en cohabitant, et qui en fait est allé au tribunal, et la Cour du travail, donc en appel, a dit « Ok, je ne sais pas me prononcer sur ce cas, j'ai besoin de poser une question d'ordre préjudiciel pour voir s'il n'y a pas une inégalité globale sur une question de droits fondamentaux. » Et donc c'est ce que la Cour est en train d'analyser, et donc il y a ce cas individuel, c'est une personne. En prenant connaissance de ce cas, on a lu le rapport d'inspection de l'inspecteur ONEM qui a été chez cette personne. Honnêtement, j'ai eu honte d'être dans ce pays. J'ai eu honte en disant ça. Je suis toujours un peu émue quand j'en parle parce que, par ailleurs, j'ai déjà rencontré cette personne par hasard. Je connais très bien son papa qui travaillait dans le secteur. Et quand je vois ce qui était inscrit et à quel point la personne va jusqu'à décrire l'état de rangement du logement, explique qu'elle s'est positionnée plusieurs fois devant l'habitation de la personne, qu'elle a vu que cette personne revenait avec quelqu'un d'autre des courses, qu'ils rigolaient dans la voiture, que leurs courses étaient emballées dans les mêmes sacs, que ceci, on se demande si la personne vit vraiment là où elle dit qu'elle vit, parce qu'il y a des cadavres de canettes de bière. Enfin, c'est d'une violence symbolique tout à fait choquante. Et c'est un rapport classique d'un inspecteur ONEM qui vient vérifier si la personne est cohabitante ou non. Et donc ce cas est analysé maintenant, donc on utilise tout l'appareil juridique et toute une série d'associations, dont le PAC, mais aussi la Ligue des droits humains, Soralia et autres, se sont annexées à cette procédure en disant qu'elles avaient aussi un intérêt à demander à la Cour de se positionner. Donc on espère que ça fera aussi évidemment avancer le combat. Alors je vais... un dernier point, et puis je clôturerai la conclusion, ça fait bien. On en a un peu parlé, et puis plus. J'aimerais aussi souligner ce que provoque auprès des travailleurs sociaux cette mesure. Et donc moi, j'ai jamais un discours qui a tendance à opposer ceux qui appliquent les mesures et ceux qui les subissent. Parce que notamment, ayant travaillé à la CGSP, j'ai pu côtoyer ce que produisait dans d'autres secteurs, notamment dans le contrôle dispo, à l'époque de la réforme, chez les travailleurs sociaux, un énorme malaise. Parce qu'ils se retrouvent au fur et à mesure des années à prendre des missions qui ne sont pas les leurs à la base. On a des personnes qui sont là pour venir à la base aider, un métier d'assistant social. Je pense que personne ne devient assistant social pour aller contrôler les gens chez eux. Enfin, en tout cas, je l'espère. Et donc, ces personnes-là, elles se retrouvent aujourd'hui à devoir faire ces missions-là. Effectivement, le taux de burn-out explose. Les métiers sont extrêmement complexes. Les jeunes travailleurs qui arrivent dans les administrations, quelles qu'elles soient, sont complètement noyés, ne savent pas bien appliquer les législations parce qu'ils ne les maîtrisent pas, parce qu'elles sont complexes. Et qu'est-ce qui se passe par rapport à ça? C'est qu'on voit des pénuries totales dans les CPAS. Et aujourd'hui, les lois qui sont déjà mauvaises sont très mal appliquées. Donc le cadre légal existe, mais il est quasiment inatteignable dans les faits parce qu'on n'a pas de travailleurs sociaux formés correctement, parce qu'on en a trop peu, et parce que ceux qui sont là sont complètement dans une logique de déshumanisation, parce que leur métier
c'est un peu horrible ce qu'ils doivent faire au quotidien. Alors, il y en a certainement qui prennent leur pied, comme dans toutes les professions, et quand on discute avec eux, c'est rarement toujours le cas. Et j'aimerais quand même alerter sur une chose qui arrive en ligne de mire de tout ça, c'est que quand on n'a plus de travailleurs sociaux dans les CPAS qui arrivent à faire leur métier en se sentant à l'aise et dignes et qui trouvent du sens, quand on n'a plus assez de personnes, qu'est-ce qu'on met en place? On met en place cpsonline.be. Et donc, la suite logique de toute cette complexification administrative et de la difficulté à rendre ce travail social effectif, c'est une fuite vers le digital qui va aussi accentuer les problèmes de cohabitation, parce que ce n'est pas à travers des formulaires en ligne qu'on va pouvoir effectuer effectivement des enquêtes sociales dignes de ce nom. Et donc, point d'attention, et je reconnais des collègues politiques dans la salle, je ne pense jamais qu'un site internet fait l'économie d'un vrai travail social de terrain et d'un travail humain. Si c'est la réponse au manque de moyens et au manque de personnel dans les CPS, je pense que c'est une fausse croyance, c'est une fausse bonne idée. Et ça va générer par la suite bien d'autres problèmes. Et on va encore perdre des gens qui auraient pu avoir des droits, mais qui à la place ont un ordinateur qui ne répond pas à ce dont ils ont besoin. Maintenant, pour ma conclusion, je voulais quand même finir par du positif, parce qu'à chaque fois on me dit « Ah, tu viens après les gens, ils repartent, ils sont tristes. » C'est que faire, quoi. Finalement, vous êtes là. Bon, donc je dirais que faire, dans un premier lieu, donner la parole, expliquer, faire preuve de pédagogie, faire de l'éducation populaire tout le temps, tous les jours. Bon, le petit-déj, vous pouvez faire une pause, mais sinon tout le reste du temps, il faut quand même essayer. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est ce qu'on a fait hier, c'est ce qu'on continue à faire, et j'espère que tous et toutes vous repartirez avec quelque chose dans votre esprit que vous allez rendre à d'autres. Il n'y a pas une fois où on a fait ce type de journée où on a constaté que quelqu'un prenait la parole en disant « Mais quand même, la cohabitation légale, c'est mieux que le mariage. » Et là, on se disait genre « Ah, en fait, on en est encore là. » Et donc, il y a encore beaucoup de gens qui pensent que le statut cohabitant, c'est la cohabitation légale, qui ne comprennent pas le combat. Donc, il ne faut vraiment pas faire l'économie d'une pédagogie de base qui est vraiment nécessaire et utile. L'autre chose sur laquelle j'aimerais vraiment appuyer pour terminer, c'est que ce n'est pas parce qu'on en parle qu'on a gagné. Je prends un exemple, Jérôme l'a dit, effectivement, dans Conclave budgétaire, on a gagné sur l'automatisation du BIM pour certaines catégories. Mais ce que les partenaires sociaux dans l'accord des soins de santé avaient mis, c'était aussi une individualisation pour les indemnités des invalides dans certaines catégories. Et ça, le politique n'a pas suivi. Alors qu'en concertation, les mutualités et les partenaires publics étaient d'accord. Donc même si le sujet vit, ce n'est pas pour autant qu'on a gagné, quoi. Et donc, il ne faut pas arrêter d'appuyer sur le clou, il ne faut pas arrêter de se mobiliser. Oui, il y a de la presse, oui, ça bouge au niveau du politique, oui, ceci, cela. Mais c'est jusque 2024, et je dirais même jusqu'au moment où les déclarations gouvernementales vont sortir, qu'il faudra vraiment appuyer, taper, répéter et ne jamais s'arrêter. Je voudrais rappeler que tous les acquis sociaux ont toujours été en fait des conquis sociaux, que s'il n'y a pas des gens qui sont battus, ben, rien n'arrive du ciel, malheureusement, je le regrette moi-même. Et que conquis social, ça veut dire qu'on s'est battu, ça veut dire que souvent ça a duré longtemps, mais ça veut dire qu'on a fini par gagner. Et en fait, il y a toute une série de choses dans la sécurité sociale dont on pouvait penser que ça n'arriverait jamais, on est quand même allé les arracher. Ce combat-là, il réunit suffisamment d'acteurs et il impacte suffisamment de personnes que pour se dire qu'on va simplement y arriver et que c'est qu'une question de temps. Et donc voilà, moi pour 2024, si je peux souhaiter une seule chose, bah, c'est que vous continuez à vous mobiliser. Je sais que vous travaillez dans des associations, que vous êtes mandataire politique, simple citoyen ou activiste. N'hésitez pas dans vos propres luttes à pouvoir rappeler, quand vous le pouvez, dans vos prises de parole ou dans vos mémorandums, que d'une manière ou d'une autre, le statut cohabitant, ça concerne aussi vos bénéficiaires et vos publics. Et je pense que si tous ensemble, on répète ce discours, il finira par être entendu. En tout cas, nous, au PAC, on continuera. Et je pense que les personnes qui étaient là aujourd'hui le feront aussi. Voilà, je ne sais pas combien de temps j'avais, j'espère que je n'ai pas été assez long. Impeccable. Voilà. Merci beaucoup en tout cas. On a encore 15 minutes pour les échanges avec le public. Voilà, si parmi le public, certaines personnes ont des remarques ou des questions ou des interventions qu'ils souhaitent déposer, c'est le moment, c'est l'instant. Levez la main, ça vous passera le micro. Voilà. Bonjour, Myriam Amrani, présidente du CPS de Saint-Gilles. Donc tout d'abord, vous remercier pour l'organisation de cette journée. Je pense qu'effectivement, remettre au devant de la scène cette question, c'est d'une urgence criante.
parce que quotidiennement, effectivement, en CPS, on est en proie à des appréciations différentes d'un CPS à l'autre. Donc je pense que travailler à une forme d'harmonisation, en attendant effectivement parallèlement au travail de lobbying au niveau fédéral, je pense qu'on peut déjà agir au niveau local. Il ne faut pas attendre que ça se passe au niveau fédéral. Je pense qu'il y a des choses qui peuvent déjà se mettre en place au niveau local. Et donc ma question était de savoir s'il y avait eu un travail réalisé avec la Fédération des CPS au niveau bruxellois, mais plus largement en Wallonie, en Flandre. Donc ça, c'était un premier point. Et puis sur l'autre volet, puisqu'il y a eu une légère interpellation sur le CPS online, sachez que nous n'avons pas été concertés en tant que CPS. Donc ça, c'est une information importante à souligner. Et que nous n'adhérons pas au projet, même s'il se veut facultatif. Dans les faits, on a déjà des formulaires en ligne pour des nouvelles demandes. Et c'est vrai que pour un certain type de public, un nouveau public, parce que malheureusement, les crises successives ont amené un nouveau public dans les CPS, pour des publics étudiants, des publics scolarisés, des publics qui ont du mal à se déplacer pour des raisons de mobilité, pouvoir remplir une première nouvelle demande en ligne, c'est déjà une première démarche. Alors évidemment, ça ne peut en rien limiter le contact et la prise en charge en termes de travail social et de contact humain, on est bien d'accord, et sachez que là-dessus, on est un certain nombre de présidents à être très attentifs à ce qu'il n'y ait pas de dérive numérique qui viendrait se substituer au travail social de base. Voilà, je voulais dire ces deux choses-là. Donc, première interpellation, c'était juste savoir si la fédération était impliquée dans le processus. Si la fédération des CPS, parce que je pense qu'on est les premiers concernés aussi dans cette affaire-là, parce qu'on évoquait les travailleurs sociaux qui étaient à devoir mener les enquêtes sociales. Bon, je ne vais pas dire qu'on n'est pas comme les autres, hein, ça c'est l'argument habituel, mais à Saint-Gilles, ça fait des années qu'on procède à une lecture de la règle qui est relativement progressiste et qui répond de manière effective aux besoins des gens, sans être invasif, sans être, sans abuser de notre pouvoir. Je pense qu'il y a d'autres CPS qui le font aussi, mais j'avais une question là-dessus. Est-ce qu'il y avait un travail de concertation, de discussion avec notre fédération? Merci. On va prendre une autre question. Peut-être de votre côté, voyez un petit peu comment vous pouvez répondre. On va prendre une deuxième question, comme ça après on mettra les intervenants aux réponses. Quelqu'un, une autre Non. C'était une blague. Alors, quelqu'un d'autre? Voilà, moi je suis animatrice socioculturelle chez Soralia. On a beaucoup travaillé sur la question aussi. On a notamment créé un outil pédagogique en 2020, en plein Covid. Voilà. Je viens plus aussi avec un constat, le point de vue féministe également, où on a pas mal de familles monoparentales qui décident de refaire leur vie. Donc tant qu'elles sont familles monoparentales, si elles sont au chômage ou autres, elles ont un statut chef de ménage. Et puis un beau jour, elles rencontrent quelqu'un. Une nuit. Comment? Ou peut-être une nuit. Peut-être. Mais même, donc, disons qu'elles rencontrent quelqu'un, elles décident de vivre avec cette personne, et bien tous les deux, effectivement, vont avoir le taux cohabitant, ou elle va simplement avoir le taux cohabitant et l'autre personne travaille, aura un taux cohabitant. Mais le problème, c'est pour les enfants. Peut-être que le partenaire ou la partenaire ne voudra peut-être pas intervenir dans les frais pour offrir des petits cadeaux, des vêtements, etc. Pour l'enfant qui n'est pas son propre enfant. Donc ça peut poser problème. Également, lorsqu'il y a des situations de violence, bon, c'est toujours beau au début, mais quelquefois, ça dérape. Et en cas de violence, la personne se retrouve vraiment dans les grosses difficultés. Si elle doit... s'il y a des arrangements au niveau du paiement du loyer, des choses comme ça met vraiment les personnes dans des situations très très compliquées. Voilà. Ok. C'est vrai que la question des familles recomposées, qui est une réalité aujourd'hui, voilà, faire famille aujourd'hui et faire famille autrefois, ça n'a plus rien à voir, notamment sur la question des bourses. Quand on recompose une famille, parfois les mamans en solo ont droit aux bourses, et puis là, une fois qu'elles sont en famille recomposée, le nouveau compagnon, voilà, le partenaire de vie, son revenu va rentrer en considération, et tout à coup, la maman en solo n'a plus droit à la bourse, et on présume
que le partenaire va intervenir. Donc voilà, donc il y avait deux questions. D'une part... Voilà. Sur les CPS, oui, je peux répondre et merci d'avoir répondu, Myriam. Donc on a eu plus des contacts honnêtement avec la Fédération des CPS Wallons, avec lesquels on a déjà pu bien discuter, parce que notamment Alain Vassen travaille déjà beaucoup avec Christine Mailly depuis longtemps. Moi, au niveau bruxellois, et je te rejoins qu'il y a quelque chose à faire de toute façon au niveau local dans les manières d'appliquer. On sait bien aussi sur la cohabitation au niveau CPS que tous les CPS, voilà, il y a eu des directives, mais que parfois c'est pas appliqué de la même manière. Donc ça, effectivement, il faut aussi agir à cet endroit-là et certainement qu'on doit, peut-être dans ce travail politique qu'on mène encore maintenant, être attentif à ça. Si, je te relance la perche, si éventuellement il y a des espaces dans lesquels vous vous réunissez, vous au sein de la fédération, et que vous voulez inviter la plateforme Stop Statut Cohabitant, parce que c'est pas que nous, c'est aussi d'autres acteurs, parfois très bruxellois, et donc qui pourraient venir aussi parler des retours de terrain spécifiques de Bruxelles. Je pense qu'on trouverait parmi les 120 organisations d'autres, même plus outillées que le PAC, pour venir présenter la campagne volontiers, quoi. Je sais qu'il y a une matinée, on organise régulièrement des matinées, des conférences des présidents et secrétaires généraux, parce que les présidents changent, mais les secrétaires généraux un peu moins souvent. Effectivement. Mais donc, volontiers, mais si tu veux bien, on se contactera. Et merci pour la remarque. Moi, je Oui, je voulais dire une toute petite chose. Je continue à surfer un peu hors piste, comme d'hab. Donc, en fait, ce sont des chiffres que je tiens d'EcoConso. Je pense que c'est quand même une association qui est sérieuse. Et donc, la production de CO2 de l'aviation, c'est 4%. La production de CO2 du numérique, c'est 4%. Sauf que les chiffres de l'aviation, c'est comme ça. Dans les années à venir, les chiffres du numérique, c'est comme ça. Donc le numérique, continuer à augmenter le numérique et à ce que les pouvoirs publics continuent à surfer sur cette vague-là, eh bien, ça n'est pas la bonne solution. Aussi pour des raisons écologiques. Encore un tout petit complément d'information sur le travail en réseau. Il y a quelques années, la conférence des bourgmestres de la région bruxelloise s'est penchée sur le statut cohabitant parce que la bourgmestre faisant fonction à l'époque d'Oderghem, à un moment donné, ne voulait plus appliquer le critère fédéral sur la domiciliation. Cette bourgmestre, connaissant à la fois le lien indu que les CPS font entre la domiciliation et la cohabitation, et connaissant également toute la jurisprudence en matière d'allocation sociale, donc une jurisprudence beaucoup plus progressiste que l'interprétation administrative, cette bourgmestre a dit « Moi, je n'applique plus le critère fédéral, je veux qu'il y ait un débat là-dessus, parce qu'il y a un porte-à-faux qui est très prononcé entre le critère de domiciliation et la cohabitation. » Et puis le Covid est arrivé, je ne sais pas où en est restée cette discussion, mais c'était une vraie belle discussion, un début de désobéissance civile de la part du premier magistrat de la commune, c'était vraiment intéressant. Et je ne sais pas, il faudrait peut-être relancer la question au niveau des bourgmestres. C'était quelle commune? Oderghem. Et je voulais juste ajouter par rapport à l'étude ici, cohabitant, vie et mort d'un statut injuste. Il y a le témoignage de Nicolas Godin du CPS de la Louvière qui explique que dans son CPS, ils ont arrêté justement les contrôles domiciliaires et donc hyper intéressant à aller explorer aussi comment eux se sont saisis de cette question. D'autres questions? D'autres questions parmi vous ou remarques? Non? Bien. Monsieur Tricler. Monsieur Tricler. Oui, non, il y a quand même une bonne chose aussi pour faire progresser la cause. Faites venir la pièce cohabitata. On est très clairs. On est pas très clairs. On a des soucis d'arrivée, donc voilà. Et Bernard, notamment Isabelle, peuvent répondre à toutes les questions. Voilà, donc, Et sur la table là, c'est ce que je voulais dire tantôt, mais Bernard elle est oh là là, t'es trop opportuniste. Donc maintenant j'en profite pour le dire sur la table.